Chers téléspectateurs de Burkina Débat TV, bonjour. Je vous remercie pour votre attention au lancement de mon émission À bâton rompu. Comme je le disais, À bâton rompu, c'est une émission qui va apporter de l'éclairage sur les différentes informations qui circulent dans nos contrées. C'est le contre-pied parfait face à la mauvaise information, face à la désinformation, face aux fake news qui circulent actuellement dans le monde entier et en Afrique en particulier. Alors, pour nous apporter cet éclairage, j'invite pour vous aujourd'hui Monsieur Newton Ahmed Barry. Certains le connaissent déjà. Vous aurez l'occasion de le découvrir encore une fois. Monsieur Newton Barry, bonjour. Oui, bonjour Zola, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ben, ça va, tranquille. Super. Alors, vous êtes burkinabé, vous êtes journaliste, vous avez exercé dans le service public audiovisuel du Burkina Faso pendant une quinzaine d'années. Ensuite, vous avez créé votre entreprise de presse, vous avez lancé le journal L'événement. Et puis après, patatras, silence de cathédrale. Que s'est-il passé concrètement? Non, merci Abel. Non, il n'y a pas eu silence de cathédrale, non du tout, il y a eu une continuité. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, j'ai été appelé au nom de la société civile à présider la commission électorale nationale indépendante. Et à ce titre-là, je suis resté 5 ans à la tête de la commission et j'ai organisé les dernières élections générales du pays en novembre 2020, qui ont vu donc l'élection ou la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré et puis l'élection des mandats, le renouvellement du mandat des députés. Donc, il y a eu les élections couplées de novembre 2020 que nous avons organisées. Et puis, notre mandat était terminé en juillet 2021. Voilà un peu ce qui s'est passé. En fait, après cette charge à ce niveau de l'État, mon objectif n'était plus de faire du journalisme parce que je ne pouvais plus faire à partir du moment où j'avais exercé ces hautes fonctions. J'avais pensé plutôt me consacrer à deux choses essentiellement. Me consacrer vraiment à ce que j'aime faire, c'est-à-dire voir comment on améliore la production laitière dans notre pays, parce que nous importons pour plusieurs milliards de francs CFA annuellement du lait et tous les produits dérivés du lait. Et il me semble qu'on est en capacité d'en produire et de réduire, pour ne même pas dire arrêter la production, l'importation du lait. Ça, c'était vraiment mon objectif. Et j'avais mis quelques dispositifs qui devraient nous permettre d'y aller. Et ensuite, écrire, mais écrire autrement. Écrire, par exemple, des bouquins. Et vraiment, j'y étais engagé. Et puis, patatras, les coups d'État de janvier sont arrivés et puis ça a reposé les problèmes autrement. C'est-à-dire qu'il y avait des urgences, il y a toujours des urgences, et c'est ça d'ailleurs qui me vaut d'être en exil aujourd'hui. D'accord. Alors, votre journal, l'événement, qu'en est-il aujourd'hui? Bon, l'événement, quand je suis parti en juillet 2016 de l'événement, comme nous l'avions cofondé, parce que nous étions 4 à créer l'événement, il faut le rappeler. Euh, il y avait moi-même, il y avait Germain Nama, il y avait Bamas, Stanislas, et il y avait un de nos doyens, vraiment peut-être le nom va me revenir au cours de l'émission. Donc nous étions 4 à créer l'événement. Et nous avons pendant tous les années, de 2001 à 2016, pendant 15 ans, donc nous avons co-géré. Germain et moi, nous étions en charge directe de la gestion quotidienne du journal comme directeur de publication et comme responsable des rédactions. Et les autres, évidemment, nous venaient en appui, aussi bien dans la production
que dans la tenue régulière des instances du journal. Voilà ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, entre-temps, Germain aussi, hein, pour des raisons de contingence personnelle, avait dû passer la direction de publication à un jeune qui s'appelle Serge Atiana Oulon, un vrai journaliste, vraiment de nos dignes héritiers, si on peut l'appeler comme ça, qui faisait un excellent boulot dans la continuité de la ligne rédactionnelle du journal et Oui. qui, depuis l'année dernière, en juin, a été enlevé. A été enlevé par le régime de Ibrahim Traoré, qui a disparu et dont plus personne n'a entendu parler. En dehors du fait que, à la dernière session de la Commission africaine des droits de l'homme, le gouvernement burkinabé ayant été interpellé sur la question, a dit qu'ils avaient été enlevés ou réquisitionnés, alors que jamais la réquisition n'a jamais été rendue publique. Et ensuite, aucune réquisition, étant entendu que la réquisition procède du droit, ne peut équivaloir à l'enlèvement et à la disparition. Parce qu'une réquisition ne permet pas de blackouter l'individu qui a été réquisitionné. Elle reste toujours en contact avec sa famille et avec les siens, étant entendu que la réquisition, c'est dans l'intérêt général. C'est pour servir le bien public. Donc, ça ne peut pas équivaloir à une prison ou à un geôle. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, malheureusement. Monsieur Barry, moi je voudrais lancer un appel à ceux qui ont enlevé le journaliste, le brillant journaliste Serge Atiana. Je voudrais leur lancer un appel, que ce soit un enlèvement ou une réquisition, ça fait bientôt 1 an, sinon plus que cela dure. Je voudrais les supplier, je les prie de vouloir libérer le brillant journaliste Serge Atiana parce que sa femme, son épouse, ses enfants ont besoin de lui. Sa famille a besoin de lui. Je vous prie sincèrement de le libérer. Si éventuellement, ce que je ne souhaite pas, vous avez fini avec lui, remettez le reste à sa famille pour qu'il fasse le deuil. Je vous en supplie. Alors, Monsieur Barry, nous allons aborder la situation, la gestion de Monsieur Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Ibrahim Traoré a inauguré une usine de tomates au Burkina Faso et ça fait du bruit dans le monde entier. Et l'usine, paraît-il, parce que je n'ai pas l'assurance, tourne à plein régime et est en train de livrer de la tomate, de la bonne tomate au Burkina Faso et à la sous-région. Vous en savez quelque chose? Non, Abel, avant de revenir, je voudrais vraiment me joindre aussi à votre appel par rapport au sort de notre jeune confrère, Serge Oulon, en disant ceci et en rappelant les éléments de fait. En fait, il y a deux, si on peut l'appeler comme ça, deux charges qui ont été mises en avant ou non explicitées, qui lui ont valu l'enlèvement ou la réquisition. Le premier élément, c'est d'avoir enquêté sur les 400 millions qui sont imputés à Ibrahim Traoré dans des conditions extrêmement obscures avant sa prise de pouvoir. Donc, au lieu d'enlever ceux qui en parlent, il ferait plutôt mieux de diligenter ou d'accepter que la justice, même aujourd'hui celle qui est sous ses ordres, qu'elle diligente une enquête véritablement indépendante et que l'on sache de quoi, évidemment, ça retourne autour de cette question des 400 millions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième grief qui n'a pas été non plus dit, c'est le fait que, en tant que directeur de publication, il avait intenté un procès pour diffamation à un des pontes du régime, celui qu'on appelle l'écrivain professionnel, Adama Sigiré, et donc pour qu'il n'y ait pas de procès, pour que Adama Sigiré ne réponde pas de ses méfaits, ils ont enlevé ou ils ont émis évidemment cette réquisition contre Serge Oulon. Je ne vois pas dans l'ordonnancement évidemment de la norme judiciaire burkinabé
où il est possible de faire enlever ou de faire réquisitionner un citoyen burkinabé sur la base des faits ainsi évoqués ou en tout cas allégués. Voilà pourquoi je pense qu'il n'est plus possible de maintenir cette situation longtemps. Mais Serge Oulon n'est pas le seul. Ils sont des milliers aujourd'hui qui sont dans la situation. Des centaines de journalistes. Je pense par exemple au doyen Kalifara Serré, je pense à Alain, je pense à Adama, je pense au journaliste Ouba, je pense à Djezouma, je pense, il y en a tellement que à brûle pour point comme ça, dans la citation, on finit par en oublier. Mais il y a d'autres, même de pauvres gens, c'est-à-dire une pauvre vendeuse de riz qui a le seul tort d'avoir liké un post d'un activiste sur la toile, a été enlevée alors qu'elle débutait une grossesse. Elle a disparu. Mais ils sont comme ça des milliers. Ce n'est pas possible qu'un régime fasse ou transforme un pays en une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas acceptable. Et pour terminer rapidement sur le sort de Serge Atiana Oulon, qui est particulièrement préoccupant, c'est que contrairement aux autres, lui, on ne l'a jamais vu au front, parce que les autres, on a vu les images, lui, on ne l'a pas vu, et de ce qui ressort et des rumeurs qui courent, parce qu'on est obligé de prendre cela comme seul moyen ou seule information qu'on a. Selon ces rumeurs-là, il a été si maltraité, torturé, que beaucoup pensent aujourd'hui qu'il aurait perdu la vie. Et si c'est le cas aussi, il faut le dire, comme évidemment ce qui est arrivé au vieux imam de Bobo Dioulasso, qui aurait été torturé immédiatement après son enlèvement et qui aurait perdu la vie. Il n'est pas admissible. Je crois que le régime lui-même ne se rend pas service en maintenant autant de cadavres dans son placard. Il faut commencer, à mon avis, par vider les casiers de la morgue du régime MPSR de Ibrahim Traoré. Voilà ce que je voulais ajouter, avant évidemment de revenir. Monsieur Barry, vous venez de jeter un grand pavé dans la mare de Monsieur Ibrahim Traoré. Pouvez-vous nous parler au sujet de cette histoire de 400 millions? Est-ce que vous pouvez éclairer un peu les téléspectateurs de Burkina Débat TV? Évidemment, immédiatement après la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré, une rumeur assez grosse a commencé à fuser autour du fait que quelques mois avant qu'il ne prenne, ou quelques semaines avant qu'il ne prenne le pouvoir, il serait venu à Ouagadougou et dans un des bureaux de la présidence à Kossiam, avec des gens qu'on peut citer, hein, parce que évidemment des noms, mais je me dis qu'à ce stade-là, ce n'est pas nécessaire, il aurait fait pression sur des directeurs généraux et ils auraient reçu 400 millions de francs CFA. Et cet argent a été donné au niveau de l'état-major général, dont l'un des chargés de gestion de la trésorerie de l'état-major était un certain, je crois c'est un capitaine Badini, qui est aujourd'hui décédé, qui avait entre-temps été affecté à l'ANR, à l'Agence nationale des renseignements. Et le deuxième témoin, ou la deuxième personne qui est évidemment vivante, mais qui sait de quoi il s'agit, c'est l'actuel ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le général Cabré. Voilà donc les éléments, mais il y a d'autres personnes toujours. Comme vous savez, un crime n'est jamais totalement parfait. Donc, il y a toujours des gens, et le journaliste Atiana a enquêté autour de cette question. Il y a eu d'ailleurs un début d'enquête autour de la question par la justice militaire. Malheureusement, ce n'est pas allé trop loin parce que Ibrahim Traoré lui-même talonnait les enquêteurs et il était
au courant, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête, puisqu'il recevait ce qui n'est pas normal et ce qui est contre les lois de la procédure. Il se faisait donner les procès-verbaux qu'il lisait au quotidien. Donc, ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, la justice et l'exécutif sont deux pouvoirs totalement distincts et indépendants. Et comme lui-même, il est mis en cause, il ne pouvait pas, sauf à se constituer évidemment dans le dossier, alors que n'ayant pas été inculpé, il ne pouvait pas avoir d'abord, il ne pouvait pas avoir accès au dossier. Donc, il ne pouvait donc pas naturellement avoir accès au PV d'audition des personnes que les enquêteurs interrogeaient. Et Voilà là, il la devenait situation. juge et parti. Bon, enfin, il est plus que juge et parti, il est même parti. Voilà. Voilà, c'est en fait lui l'enquêteur. Et progressivement, il a donc étouffé cette affaire. Or, on n'étouffe pas ce type d'affaires. C'est un crime de vol et de détournement de deniers publics. Du style, en fait, je ne sais pas, son orgueil ou son honneur, disent-ils, en souffrir. La seule façon de laver ici son honneur, ce n'est pas d'étouffer l'affaire, mais c'est de veiller à ce que une enquête indépendante avec des juges très indépendants puisse conduire l'affaire jusqu'au bout. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, permettrait éventuellement de laver son honneur. Or, s'il ne le fait pas, il devient doublement coupable parce que, en tant que responsable du pays et donc en charge de la facilitation et de la bonne administration de la justice, il n'aura pas facilité l'exécution de cette enquête. Et deuxièmement, par le fait qu'il est visé lui-même personnellement. Donc, il y a une double responsabilité dans ce dossier qui, d'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il réponde. Ce qui est à espérer aujourd'hui, c'est que Ibrahim Traoré fasse la lumière sur cette affaire de 400 millions de francs CFA et ensuite qu'on ait des nouvelles du journaliste, du très brillant journaliste Serge Atiana. Alors, pour revenir à notre sujet, des usines de tomates ont été installées au Burkina Faso sous le régime de Ibrahim Traoré. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les usines tournent à plein régime et ils livrent au Burkina Faso des tomates et dans la sous-région. Vous pouvez nous en parler si vous en savez quelque chose? Honnêtement, Abel, j'en sais très peu de choses, mais en même temps, j'en aurais fait une anecdote si la situation n'était pas tragique. Vous savez combien de Burkinabés perdent la vie par jour? Ce sont des centaines de Burkinabés qui meurent par jour directement par le fait de cette crise terroriste des deux côtés, que ce soit évidemment par la faute des FDS ou par la faute des terroristes, et également par la faute des effets indus de cette crise. Et je rappelle à juste titre que ce qui a amené Ibrahim Traoré au pouvoir, ce n'était pas pour faire des usines de tomates. Quand il est venu, je me rappelle encore des 3 points sur lesquels il a opiné et qui avaient rencontré l'assentiment d'une opinion complètement, je vais dire, sous le choc de la situation qui prévalait et qui prévaut toujours, c'était de ramener la sécurité, de ramener les personnes déplacées chez elles et donc de permettre au pays de repartir dans une gouvernance normale. Et donc, aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que la question de la sécurité est résolue? Au-delà des proclamations, tout le monde sait que la question n'est pas résolue. C'est un fait du quotidien. Dans une province qui est frontalière avec le Togo, il n'y a plus, les populations ne sont plus dans les villages. Elles sont toutes parties. Les dernières, je vais dire, manifestations ou effets de cette situation insécuritaire, c'est que dans un village comme Bagamoussa, non loin de la commune de Soudugui,
pas plus tard qu'hier, il y a eu des attaques, il y a eu des morts, et les populations sont en train de faire des appels au secours sur tous les réseaux. Et alors que l'hivernage a commencé, ça veut dire que, et ce n'est pas, c'est pas seulement dans cette province, dans la plupart des provinces dans la zone rouge aujourd'hui, en dehors évidemment de la petite bande verte qui est encore sous le contrôle de l'État, les populations abordent cette période-là avec toutes les appréhensions possibles. Elles ne pourront pas, celles qui étaient chez elles et qui étaient dans les villages restants jusque-là sont en train de partir. Ceux qui sont partis depuis des années n'ont plus espoir à retourner. Et pour un pays qui est un pays agricole, ça veut dire qu'il y a des familles depuis des années aujourd'hui qui ne sont plus sur leur lopin de terre et qui n'arrivent pas à produire. Donc vraiment c'est ça, parce que la question de la tomate est anecdotique. Et il me semble que vous savez, le Burkina Faso n'a pas attendu l'avènement de Ibrahim Traoré pour construire des usines de production de tomates en pâte. Nous avions, dès les premières années d'indépendance, le Burkina a installé une grande usine Savannah qui s'appelait Savannah et qui produisait déjà de la tomate. La question de fond qui a fait que Savannah a eu des problèmes à un moment, ce n'est pas tant la question de la méproduction, mais c'est la question de la mévente liée au fait que la tomate importée sur les marchés nationaux revenait moins cher que la tomate produite par cette industrie-là. Et on se rend compte, je ne suis pas l'actualité totalement de Sofato, je me rends en écoutant un peu son directeur général, c'est qu'aujourd'hui, l'usine produit à perte Sofato, qui est la nouvelle. Il n'y a pas de souci. De cette visite médiatique, c'est de démentir l'affaire de Sofato, lancée depuis décembre dernier, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, parce qu'il y a tellement de polémiques sur ce programme que nous avons décidé d'éclairer le peuple burkinabé pour qu'ils sachent que depuis l'ouverture jusqu'à nos jours, on n'a jamais fermé le port. Parce que quand on a à Seba, on a un bon étude. Étude, on a des gazons de 100 litres par air. Donc, vous l'avez étude, c'est quoi. Voilà, la étude, il y a pas de nation tourna, pipi na, faut dire, ah, on n'y tourna, vous l'avez mon collègue, le tourna, il sont là, on m'a mis en data. Son de Yesu, à Yella War, la tombe de Ania, c'est un grand part ici, et n'a pas de cabé, ton number, Kenga, ou Ning. Ne va bang, tu n'es de sourd maintenant, quand on voit mes comme ça, parce que je n'ai pas pareil. Il y a pipi, il y a capitaine à Yandi. Capitaine à Hanlo, ça, il y a peuple à Yandi. Parce que nous, il y a un peu de nous, ton traçon, même tu aurais après, il y a usine ça. Sauf à toi, à pareil, il y a Bernard, la Yam ou Yam. Nous venons d'écouter le directeur général de Sofato. Il s'est exprimé en partie en français et en moré. Une langue couramment parlée au Burkina Faso. Pouvez-vous nous traduire brièvement ce que vient de dire monsieur le directeur de Sofato? Bon, le DG, je pense que c'est un directeur général, vient de dire qu'en Morée, là, qu'en fait, ils travaillent à perte, mais ils ne vont pas fermer, parce que s'ils ferment l'usine, c'est l'honneur du capitaine Ibrahim Traoré qui va s'en trouver affecté. Donc, ils vont continuer à travailler à perte pour maintenir l'honneur de Ibrahim Traoré et accessoirement l'honneur du peuple burkinabé. Donc, je ne sais pas si vous voyez les subordinations des honneurs. C'est-à-dire l'honneur du capitaine vient en premier et l'honneur du peuple en second. C'est superfétatoire, l'honneur du peuple. Donc, c'est pour, en fait, bon, comme je dis, ça relève vraiment de l'anecdote, ces questions-là, et on aurait pu vraiment ne pas en faire des tartines. Malheureusement, c'est ça qui tient un peu l'actualité en haleine, c'est-à-dire qu'à défaut d'aborder les questions sérieuses
Comme on dit, quand on n'a pas la solution aux mots, on épilogue sur les mots. Donc, malheureusement, on est évidemment dans cette situation-là. Ce que l'on constate, c'est que ce type d'industrie a des problèmes d'être viable. Parce que n'oubliez pas que nous sommes quand même dans un marché ouvert. Ça, c'est un. Et quoi qu'on dise, vous ne pourrez pas demander aux consommateurs, sauf évidemment sous un certain nombre de circonstances, d'acheter plus cher quelque chose alors qu'il peut l'avoir moins cher, peut-être à qualité supérieure même que le produit que vous lui proposez. Ça, c'est un. Deuxièmement, je sais que le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il imposerait aux opérateurs économiques, ceux qui importent la tomate pâte, d'acheter d'abord la production des usines nationales avant donc de compléter le reste avec les productions extérieures. Mais même dans cette hypothèse-là, la question, c'est la matière première. Manifestement, ces usines ont des problèmes d'avoir en permanence toute l'année, évidemment, la disponibilité de la matière première qui est donc la tomate. N'oubliez pas que les zones où cette tomate était traditionnellement beaucoup produite, ces zones-là sont aujourd'hui des zones sous contrôle terroriste. Donc, les populations ayant fui, le gouvernement n'a pas été assez avisé, comme je l'ai dit depuis 3 ans maintenant. J'explique que il ne faut pas, le gouvernement, et notamment le ministère de l'administration territoriale, devrait être aux avant-postes pour 2 choses essentielles. La première des choses, justement, la crise doit nous permettre de pouvoir établir définitivement ce qu'on appelle le fichier de la population avec la biométrie. Donc, les personnes qui se déplacent, on doit pouvoir avoir, et on a des dispositifs, par exemple, au niveau de la Commission nationale électorale, on a un dispositif qui permet aujourd'hui de produire des fichiers biométriques de chacun des Burkinabés. Ce dispositif-là, il faut donc profiter de la crise pour résoudre la question de l'état civil par ce biais-là. Le deuxième élément, il faut aussi induire une sorte de solidarité territoriale, c'est-à-dire qu'au lieu que les personnes déplacées soient concentrées dans les communes de ligne de front de la crise, il faut, dans un déploiement organisé avec une réorganisation territoriale, permettre que ces personnes soient déployées dans des communes d'accueil et qu'elles puissent, par un dispositif de solidarité, continuer à produire. Ça fait que, évidemment, en ce moment-là, elles ne sont plus des personnes indigentes, dépendantes de l'aumône nationale ou internationale, mais elles commencent ou elles continuent à produire et à se revaloriser elles-mêmes et à contribuer à une économie de crise et de guerre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est que on fait aujourd'hui des personnes déplacées intérieures, des personnes dont on a honte, dont on confine, et on refuse même aujourd'hui de faire des statistiques pour ne pas que cela révèle qu'on échoue et qu'on n'arrive pas à faire les promesses qu'on avait données au départ. Voilà malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est plus grave que les questions de tomates. Alors, est-ce que, M. Barry, vous avez essayé de faire ces propositions dont vous venez de parler là au président Ibrahim Traoré? Bon, n'étant pas son conseiller, je ne peux pas les faire directement à Ibrahim Traoré, mais en tant que journaliste, ce que je fais, c'est que je produis, et sur ma page, parce que je produis davantage sur ma page Facebook, ce que je dis là, chacun peut aller vérifier. D'accord. Nous venons de voir tout à l'heure un tableau de l'évolution de la sécurité au Burkina Faso. Ce tableau nous indique que le Burkina Faso est le pays le plus en insécurité aujourd'hui dans le monde. Ça, nous avons un tableau de 2019 et le dernier tableau nous montre que c'est le Burkina Faso qui est champion du monde.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Barry? Non, mais ces statistiques traduisent en fait la réalité du terrain. Comme disent les militaires, c'est le terrain qui dicte la manœuvre. En 2019, nous étions 3e ou 4e dans le classement mondial des pays affectés par la crise terroriste. Donc, en très peu de temps, nous sommes devenus les premiers avec des chiffres qui vous donnent le tournis. Encore que ces chiffres officiels, comme je dis, sont loin de traduire la réalité sur le terrain. Parce que vous savez, le problème de la crise terroriste, c'est qu'elle se déroule pour l'essentiel dans les zones rurales. Et dans les zones rurales, il n'y a plus de témoins dans les zones rurales aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que les journalistes ne peuvent pas y avoir accès. Les organisations humanitaires n'ont plus accès. Les ONG de défense des droits humains ne peuvent pas y avoir accès. Donc, ce sont des incidents connus ou répertoriés par soit l'armée ou soit connus évidemment par d'autres acteurs qui sont comptabilisés par les instances qui évaluent au quotidien les situations. Mais elles n'arrivent pas à avoir toutes les informations parce que sur 3 incidents, seuls 2 sont connus. Mais comme il y en a tellement par jour et que le territoire est vaste, c'est-à-dire la ligne de front est si étirée sur près de milliers de kilomètres, il n'est pas possible de le répertorier à la minute. D'autant plus qu'il n'y a pas d'institution dédiée à cela et que c'est l'État qui aurait pu faire ça, mais l'État se refuse parce que l'État ne veut pas que l'on sache ce qui se passe sur le terrain. Donc le drame de la crise terroriste, c'est qu'elle se déroule dans les zones rurales, à l'abri ou en dehors de toute possibilité d'être vue. Et donc c'est une crise dans un trou noir de l'information que cette crise malheureusement se produit. Et ce qui fait que le jour où cette situation, cette chape de plomb, et qu'on mettra fin à la crise, ce que l'on va découvrir dans nos campagnes, à mon avis, le monde entier va en être, je veux dire, éberlué. Ce qui s'est passé au Rwanda n'est rien de ce que l'on va découvrir dans nos campagnes. Parce qu'on ne peut pas imaginer la sauvagerie, la brutalité, les crimes que les gens ont pu commettre sur ces territoires à l'abri des yeux, à l'abri des observateurs indépendants. Mais on entend tous les jours que M. Ibrahim Traoré réalise des exploits sur le plan sécuritaire au Burkina Faso. Oui, il réalise des exploits sur les réseaux sociaux. Il y a une grande communication qui est faite sur les réseaux sociaux. Il réalise des performances par la propagande. Mais comme vous savez, par la réalité, malheureusement, non. Je vous donne toujours un exemple. Une des communes Djibo, qui est donc au nord du Burkina Faso, qui est, pourrait-on dire, l'épicentre de la crise, qui est à environ 180 km de Ouagadougou. Pour y aller, parce que c'est une commune qui est totalement sous blocus des terroristes, pour que les convois de ravitaillement qui ne partent plus de façon régulière de toute façon. Avant, il y avait un convoi de ravitaillement tous les 2 mois. Maintenant, c'est au maximum 2 fois dans l'année. Mais un convoi de ravitaillement pour parcourir ces 180 km doit mettre au bas mot 1 mois sur la route. 1 mois sur la route. Et aller et retour, c'est environ 2 mois parce qu'il n'est pas facile d'y aller. Et quand ils y vont aussi pour retourner, ils mettent autant de temps qu'ils ont mis pour aller, tout simplement parce qu'il faut avancer mètre par mètre pour éviter les engins, comme on appelle les IE2, c'est-à-dire les engins explosifs, là, les mines antipersonnelles qui sont posées sur les routes, également pour éviter les attaques parce que c'est un coupe-gorge. Les 180 km là,
c'est un vrai coupe-gorge, surtout sur sa partie 90 ou 85 km, un véritable coupe-gorge où aucun convoi, quelle que soit la robustesse évidemment de l'escorte militaire qui l'accompagne, ils ne peuvent pas faire 1 kilomètre par jour. Ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà un peu la situation qui prévaut, qui fait que pour vous montrer pour dire que s'il y avait des performances, s'il y avait des évolutions, c'est à ces éléments-là qu'on l'aurait jaugé. Dernier élément qui montre toujours que ces performances-là sont des performances de propagande et des performances sur les réseaux sociaux. Vous savez par exemple que le Niger a décidé de ne pas ouvrir sa frontière avec le Bénin par la ville de Malamville que vous devrez connaître, il me semble. Alors que si, en passant par Malamville, les opérateurs économiques nigériens seraient rentrés à Niamey sans souci parce que très rapidement d'ailleurs. Très rapidement et en sécurité. Et en sécurité. Parce que cette partie est très sécurisée. Comment il s'appelle? Tiani oblige les opérateurs économiques nigériens à passer par Ouagadougou, donc Lomé, Ouagadougou, la ville de Kaya, Dori, Setanga, Tera, Niamey. Mais vous savez que le tronçon Kaya-Tera, qui est date longue environ de 200 km au maximum, si je ne m'abuse, ou 250, je n'ai pas, mais ce sont des choses qu'on peut vérifier rapidement. Il faut les deux armées réunies, c'est-à-dire l'armée du Niger et l'armée du Burkina réunies pour escorter les convois. Et évidemment, il n'y arrive toujours pas. Un convoi sur deux est attaqué, malgré la robustesse, évidemment, du dispositif militaire et du dispositif interarmes, parce que à la fois les soldats commandos qui sont dans le convoyage et puis également des vecteurs aériens qui surveillent le convoi. Malgré tout ça, un convoi sur deux n'y arrive pas, il reste en chemin, sont détruits, de nombreux camions sont détruits, de nombreuses cargaisons sont perdues très régulièrement, qui fait que même là, ils sont obligés d'attendre des mois pour pouvoir paramétrer un dispositif suffisamment robuste pour espérer pouvoir affronter les terroristes et traverser les 200 km qui séparent Kaya à la ville de Tera à l'intérieur du Niger. Donc, c'est pour vous dire, mais ça dure depuis 2 ans déjà. Ce sont ces mêmes présidents qui alimentent les terroristes, si je me fie à ce que vous venez de dire. Bon, hélas, non seulement ils l'alimentent, mais évidemment, ils créent des situations malheureuses pour leur population. Pourquoi on dit qu'ils les alimentent? Parce que il y a une étude qui s'est faite il n'y a pas longtemps, qui a été diffusée, abondamment diffusée, c'est que les terroristes s'équipent pour plus de 70% en armement avec les armées nationales du Sahel. Et on nous a toujours dit que c'est les Occidentaux qui alimentent les terroristes en armes. Ça, c'est la propagande, mais qui jusqu'à présent, personne n'a pu l'établir au-delà des allégations. Deuxième élément, on avait jusqu'à présent dit que c'était la Libye, que les armes que les terroristes détiennent aujourd'hui venaient pour l'essentiel de la Libye. Cette étude démontre que seulement 7% des armes détenues par les terroristes viennent des stocks libyens. Donc, le reste, évidemment, en dehors, donc ça fait déjà presque 77%. Il y a donc une vingtaine ou 23% qui restent, qui sont acquis par les terroristes sur d'autres marchés. Mais l'étude est suffisamment documentée qui permet donc à chacun d'aller regarder. C'est pour dire que nous sommes face à une situation où nous avons des jeunes qui, par la méthode Coué,
contribuent eux-mêmes à alimenter une crise dont ils n'ont pas malheureusement la maîtrise et dont ils ne se donnent pas aussi les moyens de maîtriser. Parce qu'ils se sont fait forts de se couper de la communauté internationale, de rester entre soi. Mais le deuxième maillon de cette logique aurait consisté plutôt à ce qu'une fois ayant imposé une autonomie ou en tout cas un entre-soi, qu'ils se donnent ou qu'ils aient l'intelligence, à mon avis, de mieux appréhender la crise à laquelle ils font face et puis maintenant trouver les solutions idoines par rapport à la problématique. Malheureusement, ils sont dans des logiques jusqu'au boutistes, dans des logiques de reproduction du tout militaire dans un espace fermé avec moins de possibilités parce que ce qu'ils achètent, qui sont du point de vue des coûts énormes pour les budgets nationaux, parce que quand vous regardez en ce qui concerne le Burkina Faso, sur les 3 dernières années, donc les années de Ibrahim Traoré, lui, il dit 1500 milliards, mais à la vérité, c'est 2500 milliards qui ont été consacrés à l'achat de l'armement. Donc, pour un budget burkinabé national qui est bon an, mal an, autour de 3 000 milliards, quand vous prenez 2500 milliards sur 3 ans, ça veut dire que vous prenez une année budgétaire totale pour acheter de l'armement. Mais malgré tout ça, on n'achète que des coutelas. On achète des éléments qui ne nous permettent pas de couvrir parce que c'est une ligne de front qui est très étendue. Vous avez plusieurs fronts. Et pour vous dire un autre exemple et terminer là-dessus, vous savez que par exemple, le 1er juillet dernier, au Mali, le GENIM, pour seulement, parce qu'il y a plusieurs GENIM aujourd'hui, il y a le GENIM Mali, il y a le GENIM Burkina et il y a le GENIM Niger. Le GENIM malien, lui seul, a organisé et conduit de façon simultanée près de 8 fronts, parce qu'on dit 7 fronts officiels, mais il y a un 8e front sur lequel on peut revenir. Donc, 8 fronts en même temps, avec des dispositifs suffisamment robustes, mais en s'attaquant aussi à ce qu'on appelle les cibles dures, c'est-à-dire les camps militaires, les bases avancées de l'armée, la gendarmerie, la police, etc., etc., dans 8 villes. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on achète là ne permet pas de faire face avec efficacité à un adversaire qui s'est renforcé sur les différents pays, dont on ne sait pas exactement aujourd'hui quel est le nombre de combattants exact. Ce que l'on voit par rapport aux attaques, c'est que de plus en plus, chacune des attaques contre les détachements militaires mobilise minimum 300 à 400 combattants terroristes. C'est énorme. Lorsque vous prenez ça sur 7, même en partant sur la base de 300 fois 7, 3 fois 7, ça fait 2000, ça fait 7, 3 fois 7, 21. Si je ne m'abuse, hein, 3 fois 7, 21, donc ça fait 2100 éléments mobilisés, équipés solidement pour pouvoir, je veux dire, affronter des dispositifs militaires robustes. Et réussir à les vaincre, parce qu'en dehors de Caille et en dehors de Nioro du Sahel, tous les autres points qui ont été attaqués ont été pris. Et même à Caille, les terroristes sont rentrés, ils sont même rentrés dans le gouvernorat, ils ont blessé le gouverneur, dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. En tout cas, il ne s'est pas officiellement prononcé, parce que c'est quand même dans la région le premier responsable de la région. On se serait attendu à ce qu'il prenne le premier la parole après les attaques. Jusqu'à présent, sauf plus informé, hein, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu s'exprimer. Les informations qu'on a, c'est qu'il a été sérieusement blessé. Et donc, il a échappé de peu. Voilà donc la réalité que nous avons sur le terrain. Donc,
les trois juntes se sont vraiment ingénieux. Ils ont développé une ingéniosité peu commune pour pouvoir se couper du reste du monde et être... N'est-ce pas, Monsieur Barry? La souveraineté, moi, je suis mal à l'aise avec cette expression parce que la souveraineté recouvre beaucoup de choses. Et dans la première des choses, la plus importante, la souveraineté, c'est de pouvoir faire tout, mais en même temps ne pas dépendre. Or, en ce qui concerne l'AES, c'est un transfert de dépendance, ce que l'on constate. C'est-à-dire qu'on a quitté la France et l'Occident pour aller se mettre sous le parapluie de la Russie. En ce moment, ce n'est plus des questions de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui dicte ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai des problèmes avec un pays souverain qui est obligé de chercher des mercenaires dans le pays suzerain pour d'abord faire la guerre, ensuite protéger le président qui se trouve de fait être le vassal du suzerain du pays protecteur. Donc, c'est en cela que j'ai des problèmes avec la souveraineté. Le deuxième élément de souveraineté qui me paraît extrêmement important, quand on dit qu'on est souverain, ça veut dire qu'on arrive à satisfaire l'essentiel des besoins de sa propre population. Or, ces trois juntes n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas du tout. Elles n'y arrivent pas tellement qu'elles ont décidé elles-mêmes d'abandonner leur population dans la faim, dans la maladie, face à la guerre. Regardez un peu ce qui se passe dans les pays où il y a vraiment la souveraineté. On aurait pensé que les zones rouges, là où il y a des problèmes avec les terroristes, il est du devoir de l'État d'évacuer les populations, ou en tout cas de ne pas les laisser à la merci des terroristes. Or, ce qui se passe, c'est que l'État fuit, abandonne les populations à leur sort et revient par derrière quand il en a l'occasion. Il revient, il s'en prenne aux populations que lui-même a abandonnées aux terroristes. Il revient par derrière s'en prendre à ces populations-là pour les accusant d'avoir collaboré avec les terroristes. Mais c'est parce que vous ne les avez pas protégés. Si vous aviez organisé leur évacuation, en ce moment-là, elles ne seraient pas restées, elles ne se seraient pas mises à la merci des terroristes. Donc, toutes ces questions-là montrent qu'à la vérité, en dehors de la propagande et de la proclamation facile, ces pays ne sont pas souverains. Ces pays demandent plutôt la liberté. Les juntes, dans le mot souveraineté, inclut le fait qu'on puisse les laisser gouverner comme elles veulent, les populations, et en disposer comme elles veulent, régner sur les populations, mais il n'y a pas en retour l'autre revers de la souveraineté qui est donc la responsabilité. Parce que c'est ça davantage qui est plus important que le fait de pouvoir régner, d'avoir le droit de régner comme on veut, sans organiser des élections, se donner des mandats de 5 ans ou de 10 ans renouvelables. Ça, ce n'est pas la souveraineté. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt une tyrannie qui ne dit pas son nom. Et toutes les tyrannies ne sont pas souveraines, malheureusement. Merci, Monsieur Barry. Alors, nous avons entendu il y a quelques semaines le général américain Michael Langley qui s'est prononcé sur la crise au Burkina Faso, qui a estimé que Monsieur Ibrahim Traoré est en train d'utiliser l'or du Burkina juste simplement pour se maintenir au pouvoir, pour se protéger, pour sa protection au pouvoir. Qu'en dites-vous? Cela a suscité un tollé au niveau international et presque dans tous les pays. Les gens ont manifesté. Les gens ont désapprouvé les propos du général. Qu'en dites-vous, M. Barry? Je pense que pas dans tous les pays, les gens n'ont pas manifesté. Il y a eu beaucoup de propagande disant qu'il y a eu des manifestations, il y a eu quelques désapprobations très bien organisées et très bien orchestrées. Ça, c'est vrai. À la vérité, qu'est-ce que le général Langley a dit et qui se retrouve, je vais dire, corroboré par les faits?
le général Langlais a dit qu'il y a un problème dans l'utilisation de l'or. Et c'est vrai que dans des situations de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, les matières premières, que ce soit l'or ou le diamant, ce sont les carburants de la crise. Ailleurs, ce sont les rebelles et les forces terroristes qui en usent davantage pour essayer donc d'alimenter et se donner les moyens de conduire la rébellion ou le terrorisme. Dans nos pays du Sahel, jusque-là, c'est vrai que les deux acteurs usent de l'or, c'est-à-dire que les terroristes gèrent des zones de production artisanale de l'or et donc en profitent aussi pour pouvoir se payer là-dessus et donc pouvoir alimenter la guerre. Mais les gouvernements aussi ont trouvé dans l'or le moyen de passer outre les règles de gestion normale de l'État et de pouvoir donc évidemment non pas acheter que des armes, mais évidemment détourner massivement les deniers du pays. Ce qui fait que ce que l'anglais dit est tout à fait vérifié. Aujourd'hui, dans le cadre de l'UEMOA, nous avons une crise. Nous avons une crise, pourquoi? Parce que les trois pays du Sahel qui ont quitté la CEDEAO, mais qui refusent de quitter l'UEMOA, même en agitant le spectre de créer leur propre monnaie, ont créé une situation de fait qui est préjudiciable à l'ensemble de la communauté monétaire UEMOA. C'est-à-dire qu'ils exportent l'or par des circuits non homologués dans des zones évidemment de trafic ou en tout cas par le marché noir, et en retour, utilisent les devises, se font délivrer les devises par l'UEMOA, et donc qui fait qu'il y a une crise à la fois des devises et une crise de liquidité dans la plupart des pays, et notamment de ces trois pays-là aujourd'hui, qui induit la crise. On pourra peut-être en parler si vous voulez tantôt, parce qu'il y a un sommet de l'UEMOA qui est en préparation et dont on imagine, en tout cas dont pour l'instant, il y a des éléments de crise qui pourraient donc perturber la tenue de cette Assemblée générale de l'UEMOA. Donc, en fait, c'est ça qui est dramatique. Et il y a une utilisation mafieuse de l'or, pas pour l'intérêt général, mais au bénéfice, évidemment, des partisans des juntes. Si vous prenez le Burkina aujourd'hui, ce trafic d'or se gère essentiellement autour des instances que le régime lui-même a créées, mais également avec les entourages aussi du capitaine, dont celui qui est le plus cité, le plus régulièrement cité, c'est son petit frère Kassoum Traoré, dont certains disent même qu'il a pris sur l'année une suite dans un palace à Abu Dhabi, où il s'y rend régulièrement pour pouvoir vendre de l'or au marché noir. Donc, mais également au Mali, vous entendez fréquemment les Maliens se plaindre d'une dame qui serait très proche de Assimi Goïta, qui aurait donc aussi au Mali le monopole de la vente de l'or par à peu près les mêmes circuits que ceux qui existent au Burkina Faso. Et troisième élément, c'est que l'or sert en même temps aussi à payer les mercenaires russes. Pendant longtemps, l'or a servi directement, l'or extrait a servi à payer directement les mercenaires ou par le biais de la gestion ou en tout cas de l'exploitation des mines. Ceux qui sont introduits expliquent que le dernier voyage de Evgeny Prigojine au Sahel, son avion est reparti chargé d'or et que là où le même avion, quand il a voulu décoller d'une des bases pour se rendre à une autre qui était donc la base arrière de Wagner, quand l'avion a été abattu, les gens ont passé le temps à ramasser des lingots d'or. Donc, vraiment, c'est ça. L'or en Afrique, l'or du Sahel est devenu l'or du sang.
Et c'est cette or-là aujourd'hui qui alimente et qui permet aux jeunes de pouvoir non seulement se payer sur la bête, mais d'entretenir évidemment des circuits mafieux. Je termine sur cette question-là en disant que la situation est si flagrante en ce qui concerne le Burkina que même certains partisans de Ibrahim Traoré en sont venus à le lui reprocher en disant qu'il devrait faire attention à ne pas tout donner aux membres de sa famille et de ne pas gérer le pouvoir avec sa famille. Cela a valu qu'il interpelle un de ses partisans, un dénommé Fofana, dont il dit que tant qu'il ne lui expliquera pas quels sont ceux qui sont derrière ce même Fofana qui l'ont poussé à porter ses critiques contre lui et sa famille et sa gestion patrimoniale du pouvoir, il ne verra jamais le jour. Il sera donc détenu ad vitam aeternam. Je ne sais pas si vous vous imaginez la gravité des propos, mais je vais dire, tenus aujourd'hui dans l'AES, cela paraît, je vais dire, à la limite relevé de l'anecdote. Un président, qui qu'il soit, ne peut pas décider de qui et doit aller en prison et doit rester en prison le temps que lui, il veut. Non, je ne sais pas si les gens s'imaginent la gravité de cette situation-là. Mais voilà où on en est. C'est-à-dire que ce qui est bien aussi dans cette affaire, c'est que les partisans des régimes découvrent à travers ces crises ce que nous autres expliquions depuis le départ en disant que dans un pays, le seul élément qui protège tout le monde, c'est la règle et le principe. Il faut que la règle et le principe de droit prévalent également pour tout le monde. C'est la seule façon de nous protéger tous. Parce que si vous partez sur le principe ou sur les éléments de proximité et d'amitié, très rapidement, vous allez vous trouver en difficulté. Parce que si le souverain gère en fonction de ses humeurs, forcément, un jour, il sera de mauvaise humeur avec vous, comme il l'a été avec les autres. Tout à fait. Donc, vous allez devoir en payer sans que vous ne réalisiez que vous avez fait une bêtise en cautionnant évidemment un état de fait dangereux pour vous-même. Donc, nous répétons, dans une république, la seule chose qui protège tout le monde, c'est la loi. Et ce pourquoi nous devons nous battre, c'est que la loi prévale en tout. Prévaut pour ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Parce que si la loi prévaut pour ceux qu'on n'aime pas, le jour où nous serons dans la même situation, et c'est vrai qu'on va y arriver, et notamment en ce qui concerne le Burkina, les milliers de personnes qui sont aujourd'hui enlevées et détenues illégalement ne sont coupables que délits d'opinion, d'avoir donné une opinion contraire à ce que veut entendre Ibrahim Traoré. Et ceux qui applaudissent ces enlèvements et ces détentions oublient qu'eux-mêmes sont possibles d'être sujets d'opinions divergentes parce qu'il n'est pas possible aux humains, à deux humains, de cheminer ensemble et que sur la longueur du chemin, ils ne viennent pas à un moment où un puisse dire quelque chose qui ne puisse pas plaire à l'autre. Et ça n'existe pas dans la vie des humains. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la chose la plus forte dans les relations humaines, c'est quand même l'amour. L'amour entre l'homme et la femme, l'amour ou tout ce que l'on peut imaginer. Mais l'amour finit par finir et même par se transformer en animosité. C'est pour cela qu'il faut émettre et établir des règles pour que ces règles-là gouvernent la période de l'amour, mais également elles permettent de vous prémunir individuellement des périodes de difficulté et de divorce. Voilà ce que l'on se vertue à expliquer aux gens qui aujourd'hui commencent à le découvrir. Beaucoup de partisans sont aujourd'hui en peine. Beaucoup voudraient fuir, mais ils ne peuvent pas. Parce que s'ils fuient,
c'est le sort de Gassama Awa, ce truculent membre du CNT, aujourd'hui sous mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, qui risque d'arriver à beaucoup d'entre eux. Nous sommes dans un monde numérisé aujourd'hui. Tout ce que vous dites est tracé et reste. Et donc, ce que vous dites vous suit. Et c'est d'ailleurs pourquoi, j'en termine, les ambassades des États-Unis, aujourd'hui, pour les demandeurs de visa qui doivent aller aux États-Unis, doivent pouvoir donner les éléments qui puissent permettre, évidemment, au service de la migration américaine d'avoir accès à toute leur production sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a des traces. Chacun a une trace numérique et chacun doit faire attention. De peindre un tableau totalement noir de la situation au Burkina Faso et dans les deux autres pays, moi je vais vous trouver un éclair sur ce tableau. C'est qu'aujourd'hui, on fabrique des voitures au Burkina Faso. C'est un exploit quand même de M. Ibrahim Traoré, des voitures dont la marque est Itawa. Vous avez suivi l'information? Oui, bon, j'avais vu à la vérité, je voudrais dire, parce que souvent, effectivement, c'est ce que les gens aiment dire. Hein, les gens disent que nous ne peignons les pays qu'à noir. Il n'y a pas, donc, quand même, on ne met pas en balance les succès des jeunes. Sur cette question-là, je ne crois pas que ça soit une affaire vraie. Itawa n'est pas produite, ce ne sont pas des voitures électriques produites au Burkina Faso, mais ce sont des voitures électriques importées de la Chine. Le nom Itawa est peut-être un nom local, mais en fait, il s'applique à des productions génériques. Vous savez que depuis longtemps, même les motos que nous importons, vous pouvez demander à une entreprise chinoise qui a donc l'expertise qui les fabrique là-bas, de juste accoler un nom à des motos que vous pouvez vendre parce que vous voulez créer, pas votre modèle, parce que personne ne crée son propre modèle. Celui qui crée son propre modèle, c'est-à-dire que du point de vue de l'ingénierie, vous faites preuve d'invention d'un moteur. Donc, évidemment, vous avez les droits de propriété intellectuelle sur toutes les composantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Itawa. D'abord, il n'y a pas d'usine de montage de voitures électriques au Burkina Faso. Mais cette affaire-là, c'est une des supercheries, une fois de plus, pas parce qu'on veut peindre le tableau en noir, une des supercheries des annonces de Ibrahim Traoré. L'année dernière, je crois, c'est en 2023 ou en 2024, je ne sais plus exactement la période, Ibrahim Traoré avait annoncé qu'avant la fin de l'année, il allait construire une usine de montage des voitures électriques au Burkina Faso et qu'en décembre 2024, la première voiture électrique made in Burkina Faso devrait pouvoir sortir de ces usines. À ma connaissance, il n'y a pas de chaîne de montage de ce type de voiture au Burkina Faso. S'il y en a, évidemment, ceux qui vont m'écouter, qui sont au pays, qui sont les partisans de Ibrahim Traoré, ont loisir de pouvoir donc me démentir en faisant filmer la chaîne de montage et en l'amenant à la télévision Burkina Débat qui se fera le plaisir. Avec plaisir, je vais les accueillir et on va parler de cette voiture-là. Abel va se faire le plaisir naturellement de pouvoir les diffuser à la toute prochaine émission qu'il va organiser. Donc, c'est tous ces éléments, ce sont les effets d'annonce. C'est une réponse aux effets d'annonce que, de façon subreptice, un opérateur économique burkinabé a proclamé l'année dernière, donc à la période où la voiture électrique devait sortir des chaînes de montage de l'usine burkinabé, que, évidemment, eux, ils avaient fabriqué cette voiture qu'ils ont annoncée, qui s'est révélée par le check-fucking.
le fact-checking plutôt. Le fact-checking s'est révélé être en fait une supercherie. C'est une voiture électrique qu'on pourrait appeler générique, que les usines chinoises ou des entreprises chinoises fabriquent, qu'ils mettent à la disposition de tout opérateur économique et pour lesquels ils sont disposés non pas sur les éléments de propriété intellectuelle comme le moteur, comme tous les autres éléments. Sur la carrosserie, par exemple, on peut évidemment mettre le nom que vous avez devant vous, mais qui ne fait pas de cette marque-là une production endogène, qui n'est pas produite sur place. Ça vient des usines chinoises. Donc, mais le moteur, si vous ouvrez le capot pour regarder le moteur, c'est un type de moteur connu qui est donc celui fabriqué par ces usines-là et donc qui est mis à la disposition de tout opérateur économique qui voudrait avoir une chaîne, avoir évidemment une marque de voiture à son nom qu'il pourrait commercialiser chez lui. Donc, il est possible d'avoir... D'accord. Merci, Monsieur Barry. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vous laisse le soin de conclure. Non, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est une excellente initiative. Je suis très heureux de vous connaître. Nous, on est devenus les doyens maintenant de la presse, donc vos doyens. Donc, on vous encourage dans ce que vous faites. Merci. Et on est évidemment disposé, autant que faire se peut, à participer et à pouvoir aider à informer l'opinion. Parce que je reste et je termine là-dessus. La loi n'ayant pas toujours changé au Burkina Faso, le Code de l'information du Burkina Faso, en son article 1er, qui est une reprise d'une disposition de la Constitution, fait de l'information un droit du peuple burkinabé. Donc, c'est un droit d'information. Donc, c'est ce que nous essayons d'exercer, évidemment, pour permettre non pas d'induire les gens en erreur, mais pour leur donner l'information pour qu'ils puissent vérifier et pouvoir décider en conséquence. C'est ça qui fait la citoyenneté et c'est ça qui fait la souveraineté. Parce qu'un peuple dans le noir ne peut pas décider. Un peuple qui n'est pas informé n'est pas souverain. La souveraineté, c'est la connaissance d'abord. Quand on ne sait pas, on ne décide pas, même pour son propre bien. C'est la question évidemment de quelqu'un qui est malade. Bon, si vous êtes malade, et qu'on ne vous permet pas d'abord de connaître votre maladie. On ne met pas devant vous une panoplie de médicaments avec les notices pour que vous puissiez regarder les effets secondaires et tout ça, comment vous pouvez vous en sortir? C'est un peu le rôle de l'information, c'est-à-dire c'est de mettre à disposition des populations un remède avec la notice et des éléments donc d'effets secondaires pour que, instruit de tous ces éléments-là, le peuple puisse prendre le médicament qui puisse lui permettre de guérir et de ne pas avoir des effets secondaires. Voilà ce que je dois dire en vous remerciant évidemment de l'invitation. Je vous remercie, Monsieur Newton Ahmed Barry, pour avoir accepté notre invitation pour participer à notre émission à bâton rompu. Vous avez participé à éclairer l'opinion de l'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier au sujet des événements actuellement au sein de l'AES. Nous vous remercions. À l'endroit de nos téléspectateurs, des téléspectateurs de Burkina Débat TV, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Bon week-end à tous.